Salut Aurélien, merci de nous accueillir dans les bureaux d'EcoRobotics, ici dans le parc industriel et technologique d'Yverdon. Je crois qu'on dit Y-Park, Y-Park, Exactement, Y-Park. Y-Park. Bienvenue. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par parler de l'entreprise EcoRobotics. Donc c'est une des rares startups suisses, comme on l'a vu dans le top 100 récemment, qui a une valorisation supérieure à 100 millions de francs, avec plus de 200 employés, plus d'une centaine de millions de francs levés auprès d'investisseurs, donc c'est assez impressionnant. Peux-tu nous dire un peu ce que fait l'entreprise et où vous en êtes aujourd'hui dans votre développement? Volontiers. Alors, EcoRobotics, c'est à la base une start-up. On était deux à commencer cette start-up, Steve, Tanner et moi-même, avec l'idée de comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour l'environnement. C'est ce qui était vraiment le moteur. Les deux, on s'est rencontrés dans des activités de protection de l'environnement. Et puis, Steve est un fils d'agriculteur, a grandi dans le Nord vaudois, enfant à désherber à la main la betterave à sucre dans les champs de ses parents. Et puis, après ses études à l'EPFL, il se disait, la chimie s'est généralisée dans l'agriculture, on ne désherbe plus tellement à la main. Et il se disait, mais purée, il y a beaucoup de pertes, on met de la chimie partout, alors qu'il y a, par exemple, quand on désherbe, il y a très peu de mauvaises herbes. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire manuellement, mais on remplace l'humain par un robot? Donc ça, c'était un peu le point de départ de l'entreprise. L'entreprise, l'idée, je dirais pas, ce n'était pas encore une entreprise à ce moment-là. Et puis, on s'est rencontrés justement dans des activités de protection de l'environnement. Il m'a parlé de son idée. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, de la tech, une des premières start-up qui était issue de l'EPFL à l'époque, mon oncle et mon père, dans la robotique. Et donc, ça me parlait beaucoup. La protection de l'environnement, ça me parlait beaucoup. Et puis, on a développé cette idée. On en a fait des prototypes, on a levé de l'argent, on a recruté du monde. Et puis voilà, on est passé de deux, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, à 250 aujourd'hui. Donc voilà, c'est une forte croissance, mais avec la vision vraiment très claire, c'est d'aider les agriculteurs à réduire leur impact environnemental. Et puis ça, on le fait avec notre premier produit qui est sur le marché, qui s'appelle ARA, que tu as ici un Lego. Donc l'idée, c'est que c'est cette partie blanche qui est derrière, qui est notre système, et puis vous avez la partie blanche devant aussi, qui est la partie qui alimente le système. Mais en gros, l'idée, c'est que ça se balade dans le champ, ça va détecter qu'est-ce qui se passe dans le champ. Donc il y a un système d'intelligence artificielle qui va détecter tout ce qui se passe dans le champ. Il y a des plantes, il y a des cailloux, il y a des restes de paille. Avec des caméras? Avec des Ouais. caméras, Ouais. exactement. Et qui va après donner l'ordre à un système de buses extrêmement précises et juste mettre du produit là où il faut. Avant, on en mettait partout. Et quelque part, l'intelligence est dans la molécule chimique qui est designée pour tout tuer sauf la culture qu'on a essayé de faire croître. Et là, on renverse cette logique. On en met juste là où il faut. Hmm. Et ça, c'est un gain financier énorme pour l'agriculteur. On lui réduit ses coûts. La chimie est extrêmement chère. Mhm. Parce qu'on est très précis, on lui augmente le rendement. Donc la plante qu'on essaie de faire croître n'est pas touchée, donc elle croît mieux. Parce que même si la chimie est designée, elle a toujours un impact sur les plantes. Et puis finalement, le moteur de base de l'entreprise, c'est-à-dire cette protection de l'environnement, on met beaucoup moins de produits chimiques, on protège l'environnement. Ouais. Et puis la santé aussi, quelque part, j'imagine, parce que ces produits chimiques ont un impact ensuite sur la santé des gens. Évidemment, euh, pour l'agriculteur lui-même, hein, comme vous imaginez, quand on pulvérise, il y a des rejets qui viennent sur la cabine, voilà, selon la vitesse, le vent, il peut y avoir des... Après, il y a dans le sol, évidemment, toute la vie microbienne du sol. Le sol, il y a de l'eau au fond, etc. Donc, ça peut aller dans les nappes phréatiques. Donc, oui, l'impact est large. Ça inclut la santé humaine. Mhm. Et si je peux encore vous décrire un petit peu, parce qu'on aime bien utiliser cette description d'EcoRobotics en utilisant les 3 R d'EcoRobotics. Le produit qu'on a là, c'est le premier R, ça permet de réduire la quantité de chimie qu'on met dans les champs. C'est ce que je disais avant, on détecte ce qui se passe, on en met juste là où il faut, et ça, c'est un facteur 20 fois, donc jusqu'à 95% moins de produits chimiques. Donc ça, Wow. c'est le premier R remplacé. Deuxième R, c'est... réduire. Premier R, c'était réduire. Deuxième R, c'est remplacer. Avec cette technologie très précise, ça nous permet d'utiliser des molécules qui sont naturelles. Par exemple, on peut désherber avec du vinaigre, avec de l'acide pélargonique, avec certaines huiles essentielles. Et puis en fait, on va remplacer
la chimie synthétique par de la chimie naturelle. Ça, c'est le deuxième R remplacé. Et puis le troisième R, qui est un peu l'objectif à long terme de l'entreprise, c'est régénérer la nature. Avec ces technologies, avec la connaissance qu'on a de qu'est-ce qui se passe dans le champ, ça va nous permettre, au lieu d'avoir ici des bandes de cultures qui sont toutes les mêmes, d'avoir plusieurs types de cultures dans un même champ. La machine peut gérer ça, gérer la variété. Ça va permettre aussi, par exemple, de laisser certaines mauvaises herbes qui sont mellifères pour les abeilles, pour la biodiversité. Et on va avoir les champs du futur avec ce type de technologie qui vont être beaucoup plus divers et avec une bien plus grande biodiversité. Donc notre but à long terme, c'est vraiment de ramener cette biodiversité dans les champs, dans l'agriculture. Mhm. Et vous vendez beaucoup à l'international, si je ne me trompe pas, dont en Amérique du Nord, aux États-Unis. Quel est ton regard sur les droits de douane en ce moment qui ont été imposés par Trump? Alors, évidemment, les droits de douane, c'est assez fluctuant. On a vu que ça vient du jour au lendemain. Dans certains pays, ça repart. Donc, selon le moment, c'est assez variable. Une entreprise comme nous, et comme la plupart des entreprises, on a besoin de stabilité, on a besoin de savoir où on va. Donc, cette instabilité, déjà, de base, est un problème. Nous, EcoRobotics, on est très dépendant du marché américain. On vend la moitié, en gros, de nos machines sur le marché américain. L'autre moitié, en gros, c'est l'Europe, si on simplifie. On est aussi en Océanie, on commence l'Amérique du Sud, et puis on va commencer les pays asiatiques. Mais c'est clair que pour nous, entreprises exportatrices à 50% aux États-Unis, d'avoir tout d'un coup des tarifs de 39% on top de ce que le tarif actuel qui est de 2,4, c'est un gros coup dur. Par chance, comme la plupart des entreprises suisses, on avait des stocks aux États-Unis, donc 2025, on n'est pas impacté. Par contre, c'est clair que 2026, on doit s'adapter, on doit trouver des stratégies pour s'adapter. Dans les stratégies qu'on adopte, c'est par exemple, on a une filiale aux États-Unis, donc on vend à notre filiale à un prix plus faible et on remonte les bénéfices de la filiale à travers des fees, license fees, management fees au niveau de l'entreprise mère. Voilà, donc ça c'est ce que font un peu toutes les entreprises, on essaie de trouver des solutions, s'adapter. Et ça c'est pour vraiment l'adaptation à cette nouvelle donne. On avait, nous, en tant qu'entreprise, le projet de produire nos machines nord-américaines en Amérique du Nord. Et ben cette question des tarifs est venue accélérer ce projet. Donc aujourd'hui, on travaille sur des solutions pour pouvoir produire ces machines directement plus proches du marché. Écologiquement, économiquement, tout ça fait du sens. On doit être plus proche de nos clients. Donc on avait déjà ce projet. C'est juste que les tarifs ont fait accélérer ce projet. Et puis entre deux, on essaie de trouver ces alternatives un petit peu pour baisser l'impact de ces tarifs. Mhm. Tu le disais tout à l'heure, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu es aussi passé par la banque, sauf erreur, puis par l'humanitaire. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir à tes racines, si j'ose dire, donc te relancer dans la voie de l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. En fait, déjà, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez atypique. Hein. J'ai fait de la banque, j'ai fait de l'humanitaire en Afrique plusieurs années. Mais c'est vrai qu'en ayant vécu et grandi dans un monde entrepreneurial, je me suis toujours dit, un jour, je ferai ça. Je ne savais pas quand ce serait, mais je m'étais toujours dit que, voilà. Et puis, le déclic, c'est qu'on a vécu en Afrique. Notamment, on a vu l'impact négatif de la société développée, où tout se jette. Et puis, quand on est dans ce genre de pays, on se rend compte, l'effet est multiplié, il n'y a pas de filière de recyclage, et l'impact sur la biodiversité, sur le monde, la nature, est décuplé. Et puis c'est ce qui m'a fait réaliser, et je suis devenu de plus en plus sensible à ces questions environnementales, tout en ayant un esprit assez libéral et assez entrepreneurial, je dirais. Ce côté environnemental et écologique s'est rajouté de mon expérience. Et puis c'est en rentrant justement d'Afrique qu'on s'est rencontré avec Steve, et puis dans des activités de protection de l'environnement. Et puis c'est là qu'il y a eu vraiment le match. Je me suis dit, protection de l'environnement, entrepreneuriat. Steve est un gars super cool. On avait les mêmes valeurs, on était un peu au même stade de vie aussi. Donc voilà, ça a matché tout de suite. Et puis on s'est dit, on teste. Il avait une super idée. On a testé un petit peu le marché pour se rendre compte, c'est bien d'avoir une super idée de la part d'un ingénieur, mais après, il faut qu'il y ait un business derrière. Donc, on a un peu testé l'idée, on a vu que ça accrochait. Puis c'est pour ça qu'on s'est lancé. D'abord, c'était un peu un hobby. Puis début 2014, on a lancé l'entreprise, on a eu notre premier employé, et puis après, c'est parti. Tu es également élu au Grand Conseil vaudois. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé en politique? Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur la sensibilité écologique que j'ai développée.
L'autre chose que j'ai toujours beaucoup aimé comme enfant, puis adolescent, puis jeune, c'était les questions politiques. Je n'avais pas eu l'occasion d'en faire jusque-là. Et puis, quand j'étais en Afrique, juste en rentrant, le Parti vert libéral était en train de se créer avec les premières figures. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de contribuer à ça. Donc, j'ai participé à la création du parti au niveau vaudois, roman, si on veut, parce qu'il n'y avait pas d'autres sections. Et puis, voilà, j'ai fait un petit peu de politique communale. J'étais engagé au conseil communal de ma commune. Et puis, il y a quelques années en arrière, on a eu la campagne pour les élections cantonales. Là aussi, j'ai donné un coup de main et puis j'ai été élu, je ne dirais pas comme Virenque à l'insu de mon plein gré, mais ce n'était pas vraiment calculé. Le coup de main, il est allé plus Voilà, loin que prévu, quoi. c'est ça. Tout en sachant que ce qui me motive aujourd'hui, puis pourquoi je m'engage en politique, c'est qu'il y a très peu de personnes qui comprennent la réalité des entrepreneurs dans le monde politique. Et malheureusement, il en faut qu'ils se sacrifient pour amener cette bonne parole dans le niveau politique. J'espère que j'en fais partie de manière constructive, mais on doit pouvoir amener plus les challenges qu'on vit comme entrepreneur, la tech en général, le manque de financement. Il y a plein de thématiques que j'essaie de pousser au Grand Conseil, avec aussi des relais au niveau national, pour sensibiliser que les élus, ce n'est pas que des fonctionnaires ou des avocats, si je caricature, ou des professions libérales, disons. Et il faut qu'on ait une bonne représentativité. Et je pense que voilà, c'est un peu mon rôle, ma mission dans le côté politique, c'est de pouvoir amener ce côté entrepreneurial dans le monde politique. J'allais le dire, justement, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs en politique suisse, que ce soit au niveau national ou cantonal. Je crois que historiquement, c'était plus le cas dans le passé, aujourd'hui beaucoup moins. Pourquoi, à ton avis ? C'est dur, vraiment. Le système de milice qu'on connaît aujourd'hui, c'est dur. Parce qu'on est un politicien à 100%, entre guillemets, et on est un entrepreneur à 100%. Et nos journées, elles font que 24 heures. C'est un des challenges de notre système de milice actuel. On aimerait avoir des gens qui viennent du terrain, qui remontent les problématiques, des gens comme nous tous, quoi, et les entrepreneurs aussi. Mais la réalité, c'est que derrière, nous, on doit faire tourner une boîte qui a 250 personnes, qui a plein de challenges. Et c'est le cas pour d'autres, hein. Il y avait le patron de Digitech qui était au Conseil national et d'autres entrepreneurs. La réalité, c'est que c'est difficile de concilier les deux mondes, vraiment. Le système, peut-être, à l'époque, permettait plus. Il y avait peut-être un peu moins de pression, notre monde ultra connecté. Et qu'aujourd'hui, on voit un petit peu les limites du système. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un challenge. Parce que déjà, c'est un monde qui est très différent, qui est très lent, la politique. Il y a des coups de chaud quand tout coup, il faut réagir sur une actualité, mais sinon, les processus sont très, très lents, ça va très lentement. Dans une start-up, du jour au lendemain, on décide des changements qui peuvent être assez radicaux. Ça va très, très vite. Et voilà, on a des mondes qui sont assez différents, mais il faut que le monde des entrepreneurs soit aussi représenté dans le monde politique pour pouvoir amener des problématiques au niveau politique des entrepreneurs. Donc d'une part, il y a tout simplement une question de temps, peut-être le fait que la politique s'est professionnalisée, qu'on demande beaucoup plus aux politiciens qu'avant, et d'autre part, une question de culture, quoi. C'est pas la même culture politique et entrepreneuriale, c'est deux mondes complètement différents, des personnalités complètement différentes. Oui, absolument. Et on voit des grandes figures, je dirais, entrepreneuriales du 19e siècle qui probablement faisaient aussi un peu de politique, peut-être pas direct, mais indirect. On voit que c'était faisable. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne sais pas comment Mme Blocher fait pour gérer EMS Chemie et son mandat de conseillère nationale. Toi, comment tu fais? Moi, je le fais sur mon temps libre, c'est-à-dire c'est le week-end, c'est les soirs. Aujourd'hui, j'avais une séance de commission au Grand Conseil. En jour de semaine, il faut s'arranger, il faut décaler des rendez-vous. J'avais un board en même temps. Donc voilà, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. Et puis, il faut trouver des solutions pour essayer de balancer tout ça. D'ailleurs, ce manque de représentation des entrepreneurs dans la politique, il a d'autres effets. À mon avis, j'ai l'impression qu'une partie de la population ne valorise plus autant aujourd'hui le rôle de l'entrepreneur dans la société. On voit par exemple les débats en France en ce moment avec la loi Zuckman, où les gens ils perçoivent les entrepreneurs plus comme des gens qui exploitent plutôt que des gens qui créent de la valeur. À ton avis, d'où vient cette méfiance de la population envers les entrepreneurs ? On peut aussi faire le parallèle de la méfiance de la population de manière générale envers les élites, entre guillemets, parce que je n'aime pas du tout ce terme-là, mais disons, et puis vers les politiciens. Voilà. Il y a quand même, culturellement, on a l'impression qu'il y a un décalage entre
la réalité des gens, puis comment ils perçoivent d'autres réalités. Ils se disent c'est des gens qui profitent, ou c'est des gens qui font beaucoup d'argent, ou c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Là, je mélange un peu les deux, mais j'ai l'impression la société est moins unie qu'à l'époque, est moins proche, même si on a des moyens de communication qu'on n'avait pas à l'époque. C'est peut-être lié à... Ouais, c'est peut-être lié à ces questions J'aurais pas vraiment une réponse vraiment sûre, mais j'ai l'impression que c'est global. C'est pas que les entrepreneurs. Il y a des distances qui se forment. Il y a les assurances maladie qui augmentent. Paf, c'est la faute des médecins qui gagnent trop d'argent. Et puis voilà, il y a peut-être cette polarisation de notre système sociétal, hein, je veux dire la société en général, qui font que déjà en Suisse, on n'aime pas trop les têtes qui dépassent, mais peut-être ça s'exacerbe. À tes yeux, c'est quoi le rôle d'un entrepreneur dans une société? Pourquoi c'est important qu'il y ait des entrepreneurs? La Suisse vit un petit peu sur les acquis de gars et de femmes, hein, d'entrepreneurs de l'époque qui ont été qui ont eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, on vit sur les succès passés de Nestlé, de Roche. Je ne vais pas mettre Crédit Suisse dans le tas, mais disons, voilà, tu vois un peu l'idée. Ouais. On vit un petit peu là-dessus. Et pourquoi les entrepreneurs sont clés? C'est qu'on ne peut pas se permettre. Demain, peut-être Nestlé s'arrête, Roche s'arrête, je ne l'espère pas évidemment, mais Crédit Suisse, on a l'exemple typique d'une boîte qui a été créée par un entrepreneur visionnaire qui a construit les tunnels, qui a créé les PFZ. Alfred Escher. Exactement. Et puis qui aujourd'hui, parce que la culture d'entreprise était mauvaise, la prise de risque était mauvaise, l'entreprise s'arrête du jour au lendemain. Donc ça, c'est des signaux pour nous dire, purée, on ne peut pas que se baser sur le passé, on doit créer l'économie de demain. Et ça, pour moi, c'est extrêmement clé. On a une force en Suisse d'innovation qui est très très forte, mais on ne doit pas devenir une bibliothèque d'innovation pour le reste du monde. Il faut qu'on développe ces géants du passé aujourd'hui pour notre prospérité de demain. Donc les entrepreneurs là-dedans sont clés. On veut créer les Nestlé, les Roche de demain, aujourd'hui en Suisse. Sinon, on va devenir un Ballenberg, on va devenir une société sclérosée qui va vivre sur ce qui reste du passé, mais on doit créer le futur aujourd'hui. Tu parlais d'innovation. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne croient plus vraiment dans l'innovation ni dans le capitalisme pour résoudre justement la crise climatique. C'est un de vos objectifs, de restaurer la biodiversité, etc. On entend une partie des jeunes qui prônent plutôt la décroissance, la sobriété, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question philosophique. C'est pas évident, hein. Fondamentalement, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose du système capitaliste qui ne fonctionne pas complètement juste, où on prend plus que ce qu'on donne, où il y a un déséquilibre. Mais comme bon libéral, je pense que c'est plutôt qu'on doit améliorer le système qu'on a, mais pas le remettre en question. La croissance amène des choses incroyables. Aujourd'hui, on peut aller à l'hôpital. Moi, il y a quelques semaines, j'ai mangé un truc qui n'était pas bon dans un restaurant. Je me suis retrouvé à l'hôpital, ambulance, scan. Mais ces choses-là, dans la décroissance, c'est-à-dire qu'on fait quoi? Bah non, désolé monsieur, on ne va pas vous faire un scan de votre cerveau, même si on suspecte qu'il y a une tumeur. On n'a plus de scan parce qu'on a décidé de décroître. Donc, il faut être conscient aussi que la croissance amène une prospérité. Et là, je ne veux pas seulement parler de richesse, mais d'un bien-être à la communauté qui est énorme. Je pense vraiment que la solution à la crise climatique, elle va venir en grande partie de la tech et en grande partie du secteur privé. Ce n'est pas à l'État seul, ce n'est pas aux consommateurs seuls. On a des solutions technologiques qui sont en train d'arriver, qui sont incroyables. Notre solution, on généralise ça globalement, c'est 0,5% des CO2 qui est réduit globalement, c'est-à-dire 200 solutions comme ça, on a réduit, le problème du CO2 dans l'atmosphère est réglé. Donc ça veut dire, ça montre la puissance de la technologie. Si on généralise des technologies comme ça, on arrive à répondre à ces problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a du changement de comportement. Bien sûr, c'est complètement aberrant de commander des habits en Chine et de les garder une semaine, puis après de passer à autre chose. Bien sûr qu'il y a des comportements on doit décroître. Mais je crois fermement que la solution à nos problèmes climatiques va venir en grande partie de la technologie. Ecorobotics, c'est un bon exemple. Vous avez une croissance fulgurante, mais cette croissance est corrélée justement à un impact positif sur certains indicateurs climatiques. Tu parles de CO2. Ouais. Juste, je n'ai pas compris pourquoi le CO2
Parce que j'ai compris qu'en termes de qualité de la terre, disons, c'est mieux, mais pourquoi, Oui, pourquoi parce que réduction de- simplement, il y a plusieurs choses. Quand on crée des herbicides, des pesticides de manière générale, c'est à base de pétrole. Hmm. Donc c'est du gaz russe, en plus ça a plein d'autres problématiques, du pétrole. Quand notre même technologie, on peut l'utiliser à l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre du produit chimique sur les plantes qu'on veut détruire quand on fait du désherbage, on peut en mettre sur la culture, on peut mettre du fertilisant sur la culture. Et les fertilisants, c'est 5 fois plus gros, c'est 5 fois plus d'émissions de CO2. Donc on réduit, au lieu d'en mettre partout, parce qu'on ne veut pas mettre du fertilisant sur la mauvaise herbe qui est à côté de la culture qu'on essaie de faire croître. Donc, si on peut en mettre que sur la culture, on réduit aussi, c'est des facteurs un petit peu plus faibles que les 95% avec le désherbage, mais on réduit la quantité de nouveau de CO2, parce que c'est très gourmand en CO2. Puis finalement, ce que je disais avant, où on arrive à mettre plus, on fait plus de rendement à l'hectare, on capte plus de CO2 dans le sol, on fait plus sur un espace plus petit, donc de nouveau réduction de CO2. Donc c'est là ce type de technologie, ce triple effet Kiss Cool, c'est que on réduit les coûts pour l'agriculteur, on lui augmente ses revenus et on réduit son impact environnemental et c'est massif. Généraliser justement, alors on peut discuter des chiffres, mais généraliser ce type de technologie a un impact sur le CO2 qui est très fort. Et j'aimerais parler un petit peu de la Suisse. Donc, tu disais récemment et un peu plus tôt dans notre discussion aussi que la Suisse investit 22 milliards par an dans la recherche, mais seulement 3 milliards dans le transfert technologique. Donc, ça veut dire, en gros, prendre cette recherche qui est produite à l'université, dans les EPF, et puis la traduire dans l'industrie. Pourquoi est-ce que c'est un problème et comment on explique cet écart? Ça, c'est un de mes grands chevaux de bataille politique et même entrepreneurial. Aujourd'hui, c'est aberrant que les pouvoirs publics et les entreprises, parce que les 22 milliards, c'est partie pouvoir public, partie recherche privée, investissent autant d'argent, prennent autant de risques, là où c'est vraiment le plus risqué. La recherche à l'université, des fois, ça débouche sur rien, etc. Et que derrière, alors qu'on pourrait faire de l'argent avec tout ce qu'on a investi là-dedans, ah ben non, on laisse des capitaux étrangers investir dans nos startups. Et ce qui arrive souvent, c'est que finalement, les technologies partent. Et ça, c'est dommage parce qu'on a le potentiel de créer un écosystème du style de la Silicon Valley où on n'a pas seulement les bonnes idées, mais on a aussi des financements qui vont avec. Et puis, c'est un truc qui s'auto-alimente. Plus il y a des gens qui créent des startups qui ont beaucoup de succès, qui deviennent riches, qui réinvestissent dans l'écosystème, etc., ça s'auto-alimente et on arrive au système de la Silicon Valley. Donc on a le côté académique qui est excellent, on a des bonnes idées, mais il faut absolument qu'on puisse garder le contrôle de ces bonnes idées en Suisse, pas seulement économiquement, mais aussi il y a toute la question, Trump nous ramène à la question souveraineté. Il faut que, vous imaginez, avec une technologie comme ça, on arrive à un système au final où une grande partie de la production alimentaire mondiale va dépendre d'algorithmes de sociétés comme les nôtres. Vous imaginez, des algorithmes, ils se trompent. Au lieu de détruire les mauvaises herbes, ils détruisent toutes les cultures. Et ça, sur des milliers d'hectares ou des millions d'hectares. On peut créer une famine. Donc, est-ce qu'on veut dépendre d'algorithmes comme ça, qui sont européens, suisses ou européens comme les nôtres, ou est-ce qu'on veut dépendre des Chinois et des Américains, qui, comme le F-35, peut appuyer sur un bouton puis il cloue les avions au sol? Il y a une question de souveraineté technologique qui est super forte. Sécurité nationale, d'ailleurs, Trump le met toujours en avant exactement. Pour justifier les droits de douane. Donc, voilà, il y a ce côté, il faut qu'on arrête d'être bête. Nos caisses de pension, aujourd'hui, elles investissent dans les startups américaines qui viennent après tuer ou racheter les startups suisses et européennes. C'est complètement aberrant. On doit créer notre écosystème, on doit avoir cette force de frappe et on a les moyens. En Suisse, c'est plus de 1000 milliards les caisses de pension, sans parler de toute la gestion de fortune, etc. On a vraiment les moyens en Suisse. Il faut qu'on redirige ces investissements sur l'Europe et sur la Suisse en particulier. J'ai vu un chiffre récemment qui disait que les caisses de pension investissent, je crois, moins de 10% de leurs moyens dans les investissements alternatifs, donc private equity, etc. Mais non, ces 10%, c'est probablement moins de 0,5% dans du venture capital, ce dont on parlait ici. Alors qu'aux États-Unis, on est plus à 50-60%. Et les caisses de pension performent bien. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Mais pourquoi nos caisses de pension n'investissent pas plus chez nous? Pourquoi et plus dans l'innovation? Pourquoi
est-ce qu'on investit aussi peu dans le transfert technologique? Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais c'est clair que quand vous avez un écosystème qui fonctionne, et on vous dit on va faire un petit peu de private equity dans la caisse de pension, et prenez des modèles de la Silicon Valley, tout le monde connaît, tout le monde sait que ça fonctionne, ça ramène de l'argent, et ne prennent pas la peine de comparer que les mêmes systèmes en Europe sont un peu moins risqués, mais en termes de, je dirais un peu moins divers, mais en termes de retour sur investissement, c'est complètement comparable. Le problème, c'est qu'il y a toute une culture d'entreprise dans les caisses de pension qui doit changer et de se dire mais non, ce n'est pas toujours les Américains qui font les meilleures solutions. Je veux dire, on a quand même créé Spotify, Logitech, les Néerlandais là, de AMSL, ASLM, ceux qui font des puces. Ouais, voilà. Ouais. Il y a quand même des champions qu'on a créés en Europe. On a la capacité, il faut qu'on arrête de financer nos concurrents. Et je pense qu'il y a un changement de culture dans les caisses de pension. Et la Suisse, c'est le pays qui a créé les banques et les assurances. Et alors évidemment, forcément, la question de gestion du risque, on est un petit peu plus sensible culturellement à vraiment gérer les risques, pas prendre de risques, etc. Mais quand on voit les résultats, les rendements sont similaires en Europe. Pourquoi est-ce que ces caisses de pension investissent aux États-Unis et pas chez nous? Pour moi, c'est une question culturelle. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un déclic. Et il faut que cette question de souveraineté, même le politique peut influencer. Je veux dire, il faut que les gens, maintenant, on doit... Je vois vraiment l'avantage. En fait, le Covid nous a montré notre dépendance à l'Asie, à la Chine en particulier. Trump nous montre notre dépendance, en tout cas dans le software aux États-Unis. Ça doit être des trucs qui doivent nous réveiller maintenant et nous dire, bah voilà, on va arrêter de produire tous nos masques de protection en Chine, on va arrêter de faire tous nos softwares, de les acheter à Microsoft et compagnie. Il faut qu'on développe en Europe cette souveraineté technologique, sinon on va devenir juste je sais pas moi, une espèce de jardin arrière-cour de ces grandes puissances et on va finir, comme je parlais de Badenberg tout à l'heure, les gens vont venir en Europe pour visiter les beaux bâtiments et c'est tout, quoi. Alors qu'on a les capacités, on a l'innovation, on a tout pour bien faire. Il faut aussi des gens, je pense, des gens qui osent prendre des risques, des gens qui montrent l'exemple et qui montrent que c'est possible de créer une entreprise comme EcoRobotics. Et je pense qu'avec cet exemple, on peut peut-être faire changer l'état d'esprit. Alors, nous, on est tout petits, on n'a encore rien prouvé. Je citais quelques exemples avant d'entreprises un peu plus matures que nous. On a quelques exemples dans l'arc lémanique, il y a Nextink, il y en a d'autres. Hein. Mais plus on a d'exemples comme ça, plus on montre que c'est possible, et plus on montre qu'on peut créer vraiment ces leaders de catégories dans des catégories bien définies. Nous, on veut être vraiment les pros de l'AI appliqué à l'agriculture. On peut le faire, on a tout en Suisse pour le faire. Il faut qu'il y ait plus d'exemples comme ça. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, c'est juste assez intéressant de voir que l'écosystème suisse est assez incroyable. On a le plus grand groupe mondial de nourriture qui est à 30 km de chez nous. On a le plus grand chimiquier, je dirais, entre Roche, Novartis et Syngenta, qui sont à quelques centaines de kilomètres. On a des écoles polytechniques qui sont dans le top mondial. Il y a encore les chiffres sortent ces semaines sur les rankings des universités. On a toute cette connaissance, cette histoire liée à la microtechnique, aux montres. On a vraiment l'écosystème parfait pour faire l'agriculture de précision. La Suisse est vraiment l'écosystème de l'agriculture de précision. Et de ces écosystèmes, on en a, je pense, une dizaine dans lesquels on peut vraiment être des leaders mondiaux. Et c'est important maintenant que ces entreprises performent et deviennent ces leaders de catégorie pour après influencer d'autres, encourager d'autres à se lancer, à prendre des risques. Mais tu parlais de la culture et l'esprit entrepreneurial. C'est clair qu'en Suisse, on a cette. Je parlais de l'exemple de la banque et de l'assurance, qu'on est contrôle des risques. Ben voilà, c'est peut-être aussi la nouvelle génération qui prend plus de risques, qui ose, qui se lance sur YouTube pour faire un podcast. J'ai l'impression que ça vient aussi. La génération qui vient après moi, après toi, surtout après moi, toi tu es plus jeune, mais ça vient. Donc je suis très optimiste aussi sur le futur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les vieux comme moi, en tout cas les même plus vieux que moi, ils mettent l'argent pour financer cette technologie. Vous avez vous-même levé pas mal de fonds avec EcoRobotics. Vous avez d'ailleurs récemment annoncé une nouvelle levée de fonds. Vous-même, vous levez à l'étranger, j'imagine. Alors oui, ça rejoint le challenge qu'on discutait tout à l'heure. Il y a pas mal de fonds suisses, vraiment le early stage, quand on crée l'idée,
Il y a pas mal de soutien aussi étatique, il y a pas mal de choses qui se font vraiment early stage. Et puis dès qu'on grandit, qu'on passe voilà, certaines étapes, ça devient de plus en plus compliqué de lever en Suisse. Nous, notre premier tour de financement, ce qu'on a appelé Seed, en 2016, c'était quasiment exclusivement suisse, mais dès le deuxième tour en 2018 et puis tout ce qui a suivi, ça a été européen. Aujourd'hui, on n'a que des investisseurs européens. Et pour nous, c'est aussi important. Je parlais de Trump et de la guerre commerciale, qui est une guerre technologique derrière. Pour nous, c'est important aussi qu'on montre que voilà, les fonds européens financent aussi la technologie européenne et voilà. Ça écarte naturellement des fonds américains qui ont l'habitude de venir faire leurs emplettes en Suisse et en Europe, qui aujourd'hui on leur dit ah écoutez, pas cette fois parce que le monde a changé. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a peut-être aussi un chiffre là. Les Américains ne se rendent pas compte de l'impact des décisions sur leur soft power historique qui est en train de s'éroder. Et aujourd'hui les gens réfléchissent à 2 fois avant d'acheter américain. Des services, investir, etc. J'aimerais revenir à des choses un petit peu plus concrètes. Donc tu sais que le but de ce dossier, c'est aussi d'inspirer et d'essayer de motiver les jeunes à entreprendre. Plus concrètement, en quoi consiste le boulot d'un entrepreneur ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? En gros. Mon job a beaucoup changé parce que au début, on fait vraiment tout. Donc on fait le café pour le visiteur, on s'occupe de payer les salaires, on lève de l'argent, on parle de techno, on va avec Steve, on vissait des trucs jusqu'à tard le soir, des prototypes, parce que le lendemain, on avait des investisseurs qui venaient, puis malheureusement, le truc avait cramé au mauvais moment, le moteur avait cramé, puis il fallait... Voilà. On a vécu tout ça, donc au début, on est très très généraliste. Et plus le temps avance, plus on se spécialise, on se spécialise, on se spécialise. Et aujourd'hui, moi, j'ai un rôle je m'occupe des ressources humaines dans l'entreprise et puis un rôle un petit peu plus transversal de Chief of Staff, comme à la Maison Blanche. C'est un peu je crois qu'en France, ils appellent ça chef de cabinet ou quelque chose comme ça, secrétaire général dans un environnement suisse, par exemple. En France, on ne l'appelle pas parce qu'ils n'en ont pas en ce moment. Ouais, les pauvres. Donc, plus transversal, un peu plus l'adjoint du CEO. Voilà, on a plusieurs projets, plusieurs choses qu'on gère ensemble. Donc, je suis parti d'un très généraliste et avec le temps, ça s'est restreint parce qu'on se spécialise tous, finalement. Donc ça, c'est un peu le parcours d'entrepreneur. Et puis aujourd'hui, voilà, moi, je fais ressources humaines, puis un peu ces projets spéciaux avec ce rôle de Chief of Staff. Donc une journée type, ce serait, je pense, beaucoup de réunions, beaucoup de décisions à prendre. Ouais, surtout, moi, j'ai jamais fait 2 fois la même chose. C'est ça qui est assez fou et qui est assez enthousiasmant comme entrepreneur, c'est que tu gères des trucs qui ont du jour, de la minute à la minute, c'est pas même du jour au lendemain, tout change. Et dans une start-up comme la nôtre, on n'est plus vraiment une start-up, mais on reste extrêmement agile et on prend des décisions très vite. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans un board, on a dû prendre certaines décisions, mais on a pris la décision au niveau de la direction il y a 1 semaine, et maintenant on est au board, et ça va très très vite. Donc c'est là que ça a vraiment une différence avec le monde politique, où je dépose un texte au Grand Conseil, et puis 3 ans après, il n'est toujours pas traité. Donc, alors qu'il y a une urgence, par exemple un texte pour plus d'investissement dans les startups. Voilà, donc c'est très varié. La décision a été très vite prise de ton côté. Mais donc la réponse en gros, c'est que la journée type, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est ça. Et tu disais que vous essayez de rester très agile malgré la taille, donc vous êtes plus ou moins à 250 employés en ce moment. Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se bureaucratiser et puis devenir au final comme le politique dans une structure assez grande? C'est un très gros challenge. C'est un très gros challenge parce qu'on a besoin de structure, on a besoin d'organisation. Et nous, on grandit très vite, trop vite des fois. On voit qu'on atteint les limites. On peut pas juste comme on faisait quand on était 10, 30, 50. Aujourd'hui, on peut pas. Y a trop d'implications, il y a trop de personnes. C'est un peu paradoxal. D'un côté, on doit se structurer, s'organiser, mais sans aller trop dans l'extrême où ça devient un grand groupe avec des process hyper rigides. Mais je dirais qu'à notre stade, on est plutôt dans le challenge où
on manque encore de structure et d'organisation. On est vraiment à cette étape-là parce qu'on va très vite et on accélère encore. C'est ça qui est fou parce que de nature, une start-up, on doit aller extrêmement vite pour prendre un marché, pour prendre une catégorie. Et on pourra se reposer après, quelque part, une fois qu'on a vraiment créé notre business. Et là, on doit aller très vite. Donc, on est en train chez nous, par exemple, on est en train de lancer beaucoup plus de produits que ce qu'on faisait. Donc, on développe des produits en parallèle beaucoup plus qu'avant. On développe ça sur plusieurs marchés. On a des équipes maintenant. On a 3 filiales différentes dans le monde. On probablement créer une 4e en Océanie. Donc, tout va très vite et on est vraiment à ce challenge-là où on doit se structurer mais sans péjorer cette agilité. C'est une question de survie pour vous, de ne pas la péjorer. Je dirais que la question de survie, c'est d'aller vite. La structure doit aider à maintenir cette vitesse. On doit continuer à courir comme des fous. Des fois, on a l'impression de courir comme des fous. On doit courir vite et la structure, l'organisation doit venir au soutien de ça. Dans ce sens, oui, ça peut la tuer, mais nous, on est plutôt en retard. On essaie de rattraper la vitesse de croissance de l'entreprise. Et quelles compétences est-ce qu'il faut pour toi pour être un entrepreneur? Pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent être des entrepreneurs, quelles sont les compétences à développer? Une des choses que j'ai remarqué qui est clé, c'est le départ est important avec la bonne personne. J'ai vu beaucoup de projets qui se sont arrêtés parce que entre les fondateurs... Déjà, jamais partir seul. Ça, c'est très, très dur d'être seul parce qu'on ne peut jamais se confronter à quelqu'un qui va nous dire non, attends, là, peut-être pas dans la bonne direction. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas que ce soit trop confrontant. Il faut vraiment être aligné et tirer dans le même sens. Donc, l'importance du ou des cofondateurs, pour moi, est super, super clé. Donc, quelque part, c'est de trouver le bon alter ego, le bon nous, avec Steve, on est vraiment... On a des valeurs, on a des choses qui sont proches, protection de l'environnement, etc. Mais on est aussi très complémentaires. Moi, je viens de HEC, j'ai fait le business, banque, finance. Lui, c'est un ingénieur, il a fait un PhD en microélectronique, des trucs assez pointus. Et puis, on se complète bien. Au début, après, l'entreprise a grandi. Maintenant, on n'est plus que les deux. On n'est pas plus que les deux à la tête de l'entreprise. On a une équipe de 6, 7 au niveau de l'équipe de direction, etc. Mais je dirais, pour ceux qui se lancent, un des points d'attention, c'est vraiment trouver les bonnes personnes pour se lancer. Parce que c'est un marathon qu'on court, on le court vite déjà, et c'est un marathon et il faut pouvoir s'appuyer et s'encourager les uns les autres. Après, les trucs un peu bateaux, d'être curieux, d'être persévérant, des trucs qu'on connaît, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais pour moi, je voulais juste insister sur ce point-là parce que je vois trop souvent... C'est dommage, il y a des bonnes idées, des bons trucs, puis on voit qu'il y a un petit truc qui... Et ça peut commencer avec des trucs bêtes, en se disant, mais moi j'ai un peu plus contribué que toi, comment est-ce qu'au niveau capitalistique, pourquoi est-ce qu'on a les mêmes parts dans l'entreprise? Voilà, ça peut être des trucs des fois assez bêtes, mais d'ailleurs à ce propos, petite parenthèse, j'ai déposé un texte au Grand Conseil pour permettre la reconnaissance de... C'est assez technique, mais que le capital des fondateurs au début de la vie d'entreprise puisse avoir une certaine fluctuation sans être fiscalement impacté. Exactement. Et c'est une politique du canton de Zurich qui a été repris en partie dans le canton de Vaud. Et ça, je suis très content d'avoir vu un changement aussi dans la pratique fiscale vaudoise pour des trucs très pratiques. C'est vraiment... Ben voilà, certains contribuent un peu plus à certains moments, puis on doit pouvoir, sans créer des tensions entre les gens, reconnaître que moi j'ai arrêté mon job, je suis à 100% dans le projet, toi tu es à 50% parce que tu gardes un autre job, etc. Puis il y a des contributions qui ne sont pas les mêmes. La première décision qu'on prend dans une entreprise, c'est avec qui on va le faire. Comment est-ce qu'on identifie la bonne personne? Enfin, qu'est-ce que tu recherches chez un cofondateur? Au-delà de la complémentarité en termes de compétences qui me paraît assez évidente. Pour moi, et bon, j'ai une courte expérience, je ne veux pas généraliser, mais pour moi, la question des valeurs est clé. Avec Steve, il y a cette complémentarité, mais il y a surtout, on partage les mêmes valeurs. Et c'est assez large. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, on peut se reposer sur des bases qu'on a communes, et ça, c'est hyper fort. Et en tout cas, moi, de mon expérience, qui est une start-up,
qui n'est pas encore au bout de la route parce qu'on on veut avoir plus d'impact, on veut continuer à grandir, etc. De ma petite expérience, cette question des valeurs, de partager les mêmes valeurs, c'est vraiment clé. Un peu comme le mariage au final. Ben, franchement, des fois, ma femme me dit des fois qu'on a 3 enfants, puis il y en a un quatrième, c'est la start-up qui est arrivée en même temps que la dernière. Et qui grandit très vite. Qui grandit très vite et qui, voilà. Mais c'est clair que c'est un bon point que tu soulignes parce que c'est pas que le cofondateur, parce qu'il y a un écosystème autour de chacun. On est à des stades de vie différents, on a des fois une famille, des fois pas. Voilà, et ça a un impact, la vie d'entrepreneur a un impact sur le reste de la famille, s'il y en a une, sur les amis, on peut moins sortir qu'avant. Voilà, faut aussi tenir ça en compte. Je ne veux pas démotiver les gens, parce que c'est super enthousiasmant d'être entrepreneur. Mais il faut se rendre compte que c'est quand même pas mal de sacrifices aussi. C'est pas... faut faire des choix. Il faut faire des choix, c'est pas tranquille de tous les jours. Et ça a un impact sur les autres. On parlait tout à l'heure de risque. Quand est-ce que tu as pris un risque la dernière fois? Est-ce que tu peux nous raconter concrètement, dans la vie d'une start-up, à quoi ça ressemble la prise de risque? Alors, il y en a plein. Et on a encore pris des risques tout à l'heure dans notre conseil d'administration. Donc, malheureusement, je ne peux pas en parler. Mais disons, un des gros risques qu'on a pris, c'est que à la base, l'idée, quand je te décrivais le début de l'histoire d'EcoRobotics, à la base, l'idée, c'était de remplacer l'agriculteur qui désherbe à la main par un robot autonome qui désherbe automatiquement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens trouvaient génial l'idée. Ah, c'est vraiment cool, un robot autonome, je peux le suivre à distance avec mon attel, j'ai pas besoin de... Mais la réalité, c'est que les agriculteurs, ils ont tous un tracteur et ils n'étaient pas prêts à se dire « Ah ben, je vais avoir un espèce de robot dans mes champs que je vais suivre à distance. » Ils trouvaient cool l'idée de la précision, de ce qu'on amenait au niveau EA et précision, mais ils n'étaient pas prêts à faire le saut. Donc, le gros risque qu'on a pris, c'est de se dire « Ok, on arrête l'autonomie, et on prend le robot autonome qui ressemblait à un cube comme ça, et on l'accroche derrière le tracteur, et on l'a triplé. » Et pourquoi on est en vie aujourd'hui? C'est parce qu'on a pris le risque de mettre à la poubelle tout ce qu'on avait développé dans l'autonomie, le robot autonome, parce que ce robot, il n'aurait pas fonctionné. Les gens trouvaient cool, mais ils ne l'achetaient pas. Il n'y avait pas l'acte d'achat. Ça, aujourd'hui, les gens, ils trouvent cool, et en plus, ils achètent. Et on a beaucoup de succès avec ce produit-là. Parce qu'il vient s'attacher à quelque chose qui existe déjà. Exactement. Et quelque part, il rentre dans les habitudes. Exactement. Et là, vous voyez une petite antenne. Mais ce qui se passe, c'est que ça, c'est en train de s'autonomiser, comme les voitures sur les routes. Et ce qu'on est en train de réaliser, sur le quoi on parie, c'est que dans le futur, on aura des tracteurs autonomes dans les champs. On n'a peut-être pas forcément d'avoir l'équipement qui est derrière le tracteur qui est autonome. Ça sera direct sur le tracteur. Exactement, il s'accroche sur les tracteurs autonomes. Et on a des vidéos sur les médias sociaux qu'on a fait avec des boîtes qui font des tracteurs autonomes. On voit justement le tracteur autonome qui tire notre machine. Et là, on est arrivé à l'autonomie qu'on cherchait dans le projet de départ. Mais nous, on a dû prendre le risque de se dire non, ça, c'est cool. Parce qu'on trouve super cool d'avoir un robot autonome dans les champs. Nous, on trouvait super cool. Ça nous a coûté de prendre cette décision. Mais si on ne l'avait pas prise, on serait mort aujourd'hui. Ce qu'on appelle un pivot dans le jargon. Donc exactement. Vous avez complètement pivoté le projet. Pivot. Ouais. L'autre pivot qu'on a fait, c'est qu'à la base, je te disais que Steve, il désherbe à la main. Donc, il faut imaginer, tu as une espèce de râteau avec au bout, tu as une lame, puis tu vas dans le champ. Puis à la base, on se disait, mais on pourrait avoir une espèce de truc qui tourne, qui vient percer, qui vient détruire mécaniquement la mauvaise herbe. Et puis là aussi, c'est un plus petit pivot. Mais on est passé à un système où on pulvérise, parce que tu as beaucoup d'avantages. Et au lieu d'avoir un système en 3 dimensions qui essayait de trouver la mauvaise herbe, on a un système plus d'imprimante, comme une imprimante avec des buses. Et puis on allume ou on éteint une buse selon où est-ce qu'on doit ouvrir et fermer pour pulvériser sur une plante. Et ça, c'est aussi un saut. Voilà, là, c'est un peu plus naturel le saut. Mais je dirais le gros pivot, c'est vraiment de passer d'un système autonome à un système tracté. Ouais. Ça, c'est un risque donc, qui a payé, qui est du succès. On sait que le parcours d'un entrepreneur est aussi semé d'embûches. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton dernier échec? Le dernier, ou en tout cas un échec qui t'a marqué? Ouais. Moi, je m'occupe des ressources humaines. Et les échecs qui me marquent, c'est ceux où on se rend compte qu'on n'a pas
la bonne personne. Et plus c'est haut dans la hiérarchie, plus ça pose des problèmes. Donc, un de nos échecs, c'est qu'on n'avait recruté pas la bonne personne au niveau de la direction pour un certain poste il y a quelques années en arrière, donc ça date déjà. Il n'y a pas eu le match, ça n'a pas fonctionné comme on imaginait. Et ça, c'est beaucoup de souffrance des gens autour. Voilà, ce côté humain, moi, ça me touche particulièrement. Voilà, je dirais échec, c'est pour moi un peu plus lié à ce côté ressources humaines. Il y a certaines personnes qui, on ne se rend pas compte, mais qui peuvent faire plus de mal que de bien dans une organisation. Et puis, il faut savoir le détecter vite pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Et ma dernière question, pour conclure, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune aujourd'hui, un jeune en Suisse qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, on en a parlé tout à l'heure, l'histoire de vraiment trouver le ou les bonnes personnes pour lancer le projet, de ne pas partir seul, déjà c'est important. Et puis encore plus important, c'est de trouver, je ne sais pas si on peut mettre un niveau, mais de trouver les personnes avec lesquelles on a envie de passer les 10, 20 prochaines années de notre vie à développer un truc assez fou. Donc voilà, trouver vraiment les bonnes personnes. Après, l'entrepreneuriat, c'est super enthousiasmant, donc c'est clair que c'est génial de se dire, de notre cas, on contribue à créer une nouvelle manière de faire de l'agriculture et on a un impact global. Donc, pour moi, ce qui m'enthousiasme beaucoup, c'est l'impact qu'on peut avoir en devenant entrepreneur. Donc, je ne sais pas s'il y a un conseil là derrière, mais c'est pour moi, de faire le xème nouveau produit. Oui, c'est cool, c'est enthousiasmant, mais si on arrive à avoir derrière un impact sociétal fort, moi j'encouragerais les jeunes à pas juste réfléchir à faire la nouvelle app, le nouveau truc pour rendre encore les jeunes encore plus dépendants d'un truc qui ne sert à rien, mais vraiment de réfléchir à se lancer dans des projets qui font du sens. Parce que après, il faut le porter, il faut mettre une telle énergie là-dedans que si c'est juste pour gagner de l'argent, ça ne sert à rien, quoi. Si on peut avoir un impact sur la société, sur le monde de l'agriculture au niveau global, c'est super enthousiasmant et puis ça donne un sens à la vie. Donc je dirais, le conseil, c'est engagez-vous dans des projets entrepreneuriaux qui font du sens, vraiment. Ouais, pour tenir sur la longueur. Et puis pour ça, deux choses, donc vraiment trouver quelque chose qui est important, un problème important à résoudre et le faire avec la bonne personne, les bonnes personnes. Exactement. Aurélien, merci beaucoup pour l'accueil et Merci puis tout de bon pour la suite chez EcoRobotics. Merci.